Bonjour, c'est Zoé de Louis. Devenir parent, c'est ouvrir la porte vers une nouvelle vie pleine de changements et vers un nouveau rythme qui est parfois compliqué à gérer. Comment continuer à sortir après la naissance de son enfant et comment trouver des lieux appropriés? Evian, l'eau parfaitement adaptée aux besoins d'hydratation des bébés qui soutient ce podcast, a recensé avec l'aide de jeunes parents les adresses idéales à Paris, Lyon et Marseille pour sortir avec ses enfants. Evian soutient les nouveaux parents dans leur mode de vie et leur approche de la parentalité. Un peu comme Fête des Gosses finalement. Merci à Evian pour leur soutien et bonne écoute. Une troisième hypothèse effleura Clara. Cette femme n'était ni une victime ni un bourreau, elle appartenait à son époque. Une époque où il était normal d'être filmé avant même d'être né. Combien d'échographies étaient publiées chaque semaine sur Instagram ou Facebook? Combien de photos d'enfants, de familles, de selfies? Et si la vie privée n'était plus qu'un concept dépassé, périmé, ou pire, une illusion? Clara était bien placée pour le savoir. Nul besoin de se montrer pour être vue, suivie, identifiée, répertoriée, archivée. La vidéosurveillance, la traçabilité des communications, des déplacements, des paiements, cette multitude d'empreintes numériques laissées partout avait modifié notre rapport à l'image, à l'intime. À quoi bon se cacher puisque nous sommes si visibles, semblaient dire tous ces gens. Et peut-être avait-il raison. Delphine de Vigan, Les enfants sont rois. Ces derniers temps, l'algorithme des réseaux sociaux me bombarde de vidéos d'enfants. Un petit garçon de 2 ans qui fait du ski. I'm going to teach my little brother how to ski. And then, learn how to ski. Une petite fille émue aux larmes parce qu'elle retrouve son père soldat plusieurs mois après son départ. Un bébé qui, grâce à ses nouvelles lunettes, voit le monde pour la première fois. On les voit rire, râler, pleurer. On voit la morve qui coule de leur nez, leurs couches gonflées, leurs cheveux décoiffés au réveil. Certaines vidéos sont sponsorisées. Là, une fillette prépare des cookies avec une pâte prête à l'emploi d'une célèbre marque de gâteaux. La veille, elle faisait des pâtes, cuisson rapide. Et je me suis demandé si, devant la caméra, cette petite fille de 5 ans pouvait imaginer combien de personnes étaient en train de la regarder. Combien remarquaient qu'elle s'était mis de la farine dans les cheveux, que le dernier bouton de sa robe n'était pas fermé. Moi, je le sais. 1 million de personnes. C'est plus que le nombre d'habitants à Marseille. Marseille, ça alors? J'ai d'abord pensé que ces vidéos ne concernaient qu'une infime partie des enfants, que la plupart d'entre nous ne les mettaient pas en scène de cette façon. Mais en fait, poster ou ne pas poster des photos et vidéos de ces enfants sur les réseaux sociaux, c'est une question qui concerne tout le monde. D'ailleurs, en France, selon une étude de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, parue en 2023, 1% des enfants de moins de 16 ans sont même considérés comme influenceurs. J'ai eu envie de demander à des influenceuses, justement, habituées à documenter leur vie sur Instagram, TikTok ou YouTube, comment elles ont pris la décision de rendre visibles ou non leurs enfants sur les réseaux sociaux. Quel regard elles portent sur leur existence en ligne? Et qu'est-ce que ce questionnement a soulevé en elles? Est-ce qu'elles feraient différemment aujourd'hui? Si la question se pose dès que l'on possède un compte sur les réseaux sociaux, imaginez à quel point elle est brûlante pour une personne suivie par des dizaines, voire des milliers d'abonnés. Je suis Marine Revol, bienvenue dans Fête des Gosses. Fête des gosses! Fête des gosses. Fête des gosses. Ouais, Fête des Gosses. Fête des gosses.
Je suis devenue mère, je pense vraiment 6 mois après mon accouchement. J'ai aimé mon fils, hein, bien sûr, tout ça, c'est pas le sujet, mais d'accepter ma posture de mère et de trouver l'équilibre, en tout cas, entre ce pan-là, donc la parentalité, ma vie perso, ma vie de couple, etc. Ça a mis du temps à s'installer. Donc officiellement, je suis devenue mère il y a 19 mois. Officieusement, un petit peu après. Et là, j'en profite pour aller faire une petite manicure et pédicure. Voilà, c'est mon moment. Juliette Katz a démarré en postant des parodies de youtubeuses beauté sur le compte Coucou les Girls. Après, je vais rentrer, je vais faire une purée de carottes. Ça n'avait pas tant rêvé, hein. Normalement, les influenceuses aimeraient des défilés. Moi, je fais une purée de carottes. Voilà, chacun son monde, hein. Aujourd'hui, elle continue de se moquer des normes physiques qui pèsent sur les femmes. Parce qu'au final, toute la semaine, moi je travaille, enfin finalement comme tout le monde, quoi. Le samedi, on a notre fils. Le dimanche, on a notre fils. Donc c'est un peu plus le week-end, mais c'est pas vraiment un week-end dans le sens où on a du mal à se reposer. Elle a documenté sa grossesse, les transformations de son corps, bon, allez, bisous. son postpartum et ses galères d'allaitement. Donc entre les hémorroïdes depuis hier, le poids du bébé, les courges sur le clitoris, tout ça... Mais on ne voit jamais son enfant. Et les rares fois où il apparaît, il est de dos. Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, mon mec, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, on l'a jamais vu. J'ai jamais dit son prénom parce que c'est parti d'abord de ça. Parce qu'en fait, lui, au début, n'avait pas envie de se montrer, que c'était un peu un truc de l'ordre de notre intimité, que sur les réseaux sociaux, on peut montrer ce qu'on a envie. Mais ça faisait partie vraiment de notre cercle privé, de notre intimité. Et concernant notre fils... en fait, simplement, je pense que les enfants n'ont rien à faire sur les réseaux sociaux. C'est pas un endroit dédié à ça. Enfin, moi, je suis très contre les gens connus, et pas connus, mais surtout connus, qui postent des photos de leurs enfants. Parce que je trouve que c'est du non-consentement absolu, et que c'est imposer sa vie à l'autre. Enfin, je sais pas comment je pourrais dire ça, quoi. Mais ils ont rien demandé, quoi. Et c'est pas du tout un endroit fait pour. Mais je comprends l'envie. L'envie, je la comprends à 10 000, hein. J'ai évidemment envie de poster plein de trucs de lui. Il est magnifique, il est génial, il est trop drôle. Donc, comme la plupart des parents, on se dit tout ça de notre enfant, donc on a envie de le partager et qu'on nous le dise, mais il est vraiment génial, il est magnifique. Et j'ai trop envie qu'on me dise ça. Mais en fait, ça vient flatter aussi un ego. Ça vient flatter un truc de, oh, mais vraiment, votre enfant est merveilleux. Oui, je sais. Enfin, il y a un peu ce truc-là, quoi. Et j'ai pas envie de rentrer dans ce truc-là. Et puis, c'est sa vie, en fait. Il a rien demandé. Et j'ai pas envie que, potentiellement, peut-être que je projette beaucoup trop, mais j'ai pas envie que dans 15 ans, ils me disent « Meuf, en fait, j'étais pas OK que tu fasses ça. » Et je vais porter plainte. Peut-être que je pars beaucoup trop loin. Déjà, quand j'ai partagé cette photo de lui, mais c'est plus de moi, hein, d'ailleurs, mais où j'ai mis un emoji sur son visage, déjà, je me suis dit « est-ce que c'est pas un peu too much ?» En fait, je partage énormément de choses sur les réseaux sociaux. Je parle de moi, de ma vie privée, de ma vie intime, en fait. Et je suis pas du tout pudique sur plein de sujets. Mais là-dessus, en fait, ça ne me concerne pas, en fait. C'est l'autre. Donc, moi, je peux parler de plein de choses me concernant parce que je suis maître de moi-même, mais je suis pas maître de mon enfant. Enfin, oui, si, parce que je suis sa mère, mais c'est ses choix, quoi. Vous vous souvenez des débuts de Miley Cyrus, de Justin Timberlake ou de Macaulay Culkin ? Ces stars, dans ma tête, sont toujours des enfants. Pourtant, ils ont grandi. L'une porte des combinaisons en vinyle dans ses clips, l'autre est le chanteur le mieux payé du monde en 2023. Et le dernier a tourné dans des dizaines de films entre 2 procès et cures de désintox. Mais dans ma tête, c'est toujours le petit Kevin, de Maman, j'ai raté l'avion. Ou le petit garçon allergique aux abeilles dans My Girl. La visibilité précoce des enfants peut enfermer les futurs adultes dans un rôle ou une image qui n'a plus grand-chose à voir avec la personne qu'ils sont aujourd'hui. Et parfois sans l'avantage d'avoir fourni son PEL en cours de route. Et puis je crois aussi que pendant ma grossesse, je me suis vachement informée sur plein de trucs. Et du coup, je tombais un peu par hasard sur des comptes Instagram où tu vois des enfants à l'âge de 2 ans qui ont un téléphone dans la main, qui se prennent en selfie, où je me suis dit, waouh, c'est vraiment tout ce que je ne veux pas, en fait. Et peut-être dans 30 ans, il fera le même métier que moi, j'en sais rien, et ça, c'est sa vie. Donc en fait, tout ça part du consentement. C'est comme percer les oreilles des petites filles. Moi, je suis contre. Voilà, chacun fait bien comme il veut. On n'est pas, tout ça n'est pas des grosses problématiques de percer les oreilles d'un enfant à 6 mois. Hein. Quoique, et encore, ça peut poser des problèmes à certaines. Mais moi, je suis pas pour, parce que c'est imposer son envie sur celle de son enfant. Enfin, c'est un peu la même chose, quoi. Juliette Katz met le doigt sur un mot qui revient de plus en plus, comme une petite musique qui monte.
Selon l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, encore, plus de la moitié des parents influenceurs reconnaît ne pas avoir obtenu le consentement de ses enfants avant de poster une vidéo ou un contenu. En 2020, pourtant, une loi a été votée pour encadrer l'exposition des enfants influenceurs de moins de 16 ans. Et en janvier, un nouveau texte a été déposé à l'Assemblée nationale pour garantir le respect du droit à l'image des enfants, notamment en introduisant la notion de respect de la vie privée dans la définition de l'autorité parentale. En sous-texte, cela pose une question plus profonde. Notre monde voit-il les enfants comme la propriété des adultes ou comme des personnes à part entière ? C'est exactement à cette question qu'a été confrontée Kenza Sadoun El Glaoui quand elle et son conjoint ont pris la décision de ne pas mettre en avant leur fille sur les réseaux sociaux. Coucou, il est 6h du matin et comme tous les matins, j'ai été réveillée par mademoiselle Hazel. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas ? Kenza s'est fait connaître avec La Revue de Kenza, le blog mode et beauté qu'elle a créé en 2008. En septembre 2020, en plein confinement, elle a accouché de sa fille Hazel, aujourd'hui âgée de 2 ans et demi. Elle est tranquille dans son petit lit, elle se tourne, elle se retourne. C'est son petit moment à elle. Anyway, voilà, donc c'est mon petit moment du matin. Elle apparaît dans ses posts, mais n'est jamais reconnaissable. Ça va, mon bébé ? Elle est de dos ou avec un emoji sur le Je visage. vais me faire toute seule comme une grande. Ok. Là, on va prendre le vitamine D aussi. Hein ? Tu mets pas ça dans la bouche. Oui, tu peux le fermer. Bravo, mon amour. Bravo. Ouais, c'est très bien. J'ai joint Kenza par téléphone, à Dubaï, là où elle vivait encore au moment où nous avons enregistré cet épisode. La décision, elle a été prise par le papa et moi de ne pas la mettre plus en avant que ça pour ne pas qu'elle puisse être identifiée, identifiable. Et aussi pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas encore de sa part le consentement de mettre en avant son profil sur les réseaux. Elle est toute petite, donc je voulais pas prendre cette décision de choisir pour elle. Tu vois ce que je suis en train de te dire, ça peut paraître un peu confus, un peu bizarre parce que c'est des choses dont j'ai discuté avec des gens et beaucoup de gens m'ont dit mais attends, de toute façon un enfant, enfin il a pas son mot à dire, c'est sa mère, c'est toi qui gère. Alors sur certains points oui, mais tout ce qui est droit à l'image, même du haut de ces quelques mois ou de ces quelques années, moi j'estime que c'est pas à moi de lui imposer une visibilité sur les réseaux sociaux si elle ne l'a pas choisi. Pourquoi je la mets de dos maintenant ? Parce que je pourrais ne pas la poster du tout. C'est parce que je veux pas te mentir que parfois ça me démange de poster une photo d'elle tellement je la trouve mignonne, tellement je suis contente, tellement elle fait partie de ma vie finalement, tu vois, et que ma communauté me suit depuis très longtemps. Donc voilà, c'est une extension de moi-même, mais je souhaite pas qu'on reconnaisse son visage. Il y a des moments où on s'est posé la question quand elle était petite, qu'elle est née, qu'on avait des jolies photos où on la voyait pas véritablement, mais qu'on voyait un œil. Ou voilà, on s'est dit est-ce qu'on posterait pas cette photo parce qu'elle est vraiment jolie, c'est sympa aussi de partager. Et puis finalement toujours revenir à la raison en se disant non. Les gens sont critiques, les gens peuvent être très violents. Cette violence, c'est aussi, outre l'envie de préserver le droit de son enfant, ce qui a motivé la décision de Kenza. Elle a peur pour la sécurité de sa fille. D'autant qu'elle a déjà été victime d'un stalker qui lui a fait vivre un enfer. Les réseaux sociaux, elle en connaît les menaces. Ça a commencé par du cyberharcèlement, et puis il l'a suivie, partout où elle allait. Il s'est inventé une vie avec elle. Une vie factice qu'il a fait vivre dans la terreur pendant 1 an et demi. Et cette expérience lui a fait prendre conscience du danger que pouvait représenter son exposition pour sa famille. Je sais pas ce qui peut se reproduire, que ce soit avec lui ou avec un autre. Donc moi, mon problème, il est là aussi, c'est que j'en ai subi les conséquences de cette visibilité sur les réseaux sociaux et je voudrais pas que ça puisse impacter ma fille de près ou de loin. Cette histoire, elle avait impacté à l'époque ma famille, parce que la personne, bien évidemment, ne s'était pas contentée de simplement me suivre, mais d'essayer d'atteindre des membres de ma famille. Et c'est lui, mais c'est d'autres, parce que s'il y en a un qui s'est déclaré à un moment, il y en a peut-être 15 autres qui ne se déclarent pas, mais qui observent où tu vas, ou voilà, où tu fais tes courses, où tu vas déjeuner, j'en sais rien. Donc je me dis bon, on va peut-être pas tenter le diable avec la petite, tu vois. Moi, je peux me défendre, moi je suis en mesure de me défendre. Ma fille, on va l'attendre à la sortie d'une école. Certes, s'il y a une nounou, il y a papa ou il y a maman, ok. Mais tu sais pas, t'entends trop d'histoires glauques. Et encore une fois, j'ai vraiment ce souci lié au consentement. Elle ne m'a pas dit, ok, elle est trop petite pour comprendre véritablement la puissance et l'impact d'une photo postée et vue par des milliers de personnes. Voilà, les gens arrivent à voir son évolution plus ou moins à travers quelques photos qui sont jolies et suggérées, mais je veux pas qu'elle soit identifiable, non.
D'autant que sans même constater un stalking concret, poster des photos de son enfant expose à ce qu'elles soient détournées pour d'autres usages. A fortiori quand on est suivi par plusieurs centaines de milliers de personnes. En 2017, un hacker néerlandais a découvert un site russe hébergeant des millions de photos d'enfants récupérées sur les réseaux sociaux. 2 ans plus tôt, aux États-Unis, une mère de famille a découvert, en scrollant sur Instagram, que les images de ses enfants qu'elle avait postées sur Facebook étaient utilisées en photos de profil de compte renvoyant sur des sites pédopornographiques. C'est ce type de danger que redoutent aussi Juliette et Kenza. Mais ma réflexion, ça a été de me dire vraiment, en fait, il y a des pédophiles, il y a quand même des gens qui vont se masturber parce qu'il y a des bébés et des enfants sur Internet, donc si on peut éviter que ce soit le mien, bon bah c'est cool. Je pense qu'on peut réussir à communiquer sur sa parentalité, sur la maternité, sur sa vie de maman, sur son enfant, sans pour autant les exposer de façon dangereuse. Parce qu'aujourd'hui, à mon sens, encore une fois, exposer son enfant sur les réseaux sociaux, c'est prendre des risques. C'est prendre des vrais risques. Parce que le web, il n'est pas toujours très sain. Et on a l'impression parfois, juste en postant une photo, qu'on s'adresse à une personne. Il y a des milliers de personnes derrière, des milliers, qui récupèrent les photos, qui en font des choses vraiment moches. Mais je me suis suffisamment renseignée pour savoir que ça existe. Et que t'as pas envie de savoir qu'il y a des photos de ton enfant qui tournent chez un vieux pédophile ou chez un stalker qui potentiellement a envie de t'attendre en bas de chez toi et s'en prendra d'abord à ta fille avant de t'en prendre à toi. Ça paraît peut-être un peu parano, mais bon, je l'ai vécu, donc c'est que ça existe. Et pourtant, tu vois, je suis pas cette star à 7 millions d'abonnés. Enfin, tu vois, non, moi, je suis Kenza, tranquille. Enfin, mais je l'ai vécu. Ouais, faut être sur ses gardes un petit peu. Hein. Les gens sont pas très sains d'esprit de manière générale. Je suis fou, vous êtes folle. Bah vraiment, faites des gosses. Faites des gosses. Faites des gosses. Les photos qu'on s'échange sur WhatsApp, il paraît qu'on peut aussi aller les chercher. Il y en a plein des photos, il y en a partout. Les photos du club de sport, quand ils m'envoient le match de foot, il y a des... Enfin, il y en a plein, les photos de la colo qu'on t'envoie, etc. Donc non, j'ai pas peur de ça. Après, je mettrai pas les fesses de ma fille en photo, tu vois. Enfin, j'ai ma limite. Mais non, franchement, j'y pense pas. Et en fait, si je commence à vivre comme ça, de toute façon, je vis plus. Enfin, tu vois, c'est ce que je te disais. Mes enfants, depuis qu'ils ont 7 ans, ils vont tout seuls à l'école. Si j'avais peur, ils iraient pas non plus tout seuls à l'école. Voilà, faut que les choses se fassent. Et non, j'ai pas peur. Marie Faure-Ambroise est créatrice de contenu et la mère de famille derrière le compte My Travel Dreams. Un blog sur lequel elle partage ses bonnes adresses pour voyager en famille, à l'autre bout du monde ou à quelques heures de Paris. Et elle envisage les dangers des réseaux sociaux autrement. Je pense que je suis devenue mère le jour où je suis née, parce que je suis née pour être mère. Non. C'était mon rêve. Non, c'était mon rêve absolu. Et je suis devenue mère le 2 octobre 2011 à l'hôpital Necker, quand mon fils César est né, qui a maintenant 11 ans. Et après, j'ai eu un autre petit garçon qui s'appelle Balthazar, qui est né en 2014, puis une petite fille qui s'appelle Suzanne en 2018. Tu vois, je me suis inscrite sur Facebook l'année où j'ai rencontré mon mec, qui est devenu mon mari. Vraiment, l'été, j'étais au Brésil, je me souviendrai toute ma vie, et je me suis inscrite. Donc, je pense que c'était 2007, je pense. Voilà, je me suis inscrite. Et puis, les réseaux sociaux sont arrivés à peu près en même temps que mes enfants. Je pense, tu vois, Instagram, c'est sûr, en 2014, il y avait déjà Insta. Et en 2011, je sais pas, mais ça a dû arriver vraiment quand ils étaient petits, quoi. Instagram a fait son apparition en 2010. Et à ce moment-là, pour Marie Faure-Ambroise, la question de poster des photos de ses enfants sur ses réseaux sociaux ne s'est même pas posée. Alors moi, en fait, j'étais rédactrice en chef digitale chez Lagardère pour le magazine Bi. Donc j'étais vraiment dans tout ça, je sentais les tendances. Pour la marque Bi, il fallait qu'on soit sur les nouveaux réseaux qui arrivaient. Donc on a fait un compte Instagram dès qu'Instagram est arrivé. On était évidemment sur Facebook, j'ai suivi l'arrivée de TikTok, enfin tout ça. Donc j'étais déjà là-dedans et j'ai déjà, dès le début, senti un peu le pouvoir et l'attirance de ces réseaux. Et j'ai surtout commencé à partager parce que j'adore prendre des photos. Et donc j'ai surtout partagé des moments, des photos. Et j'aimais bien un peu les retoucher, je trouvais ça sympathique. Et ça a pris quand même du temps avant que ce soit un business ou en tout cas une manière de vraiment m'exprimer. Je ne saurais pas te dire quand. Quand ils sont arrivés dans ma vie, alors je me suis vraiment jamais posé de questions. Et surtout qu'en fait, moi, Instagram n'est pas du tout mon métier. Et que c'était... si tu veux, j'ai partagé parce qu'au début, on partageait avec nos potes, quoi. Coucou, César est né. En fait, tu partageais avec ta mère, ta grand-mère, ta cousine. Et puis peut-être, c'est vrai, finalement, une fille que tu avais croisée dans un bar et qui t'avait connectée. Et puis le truc m'a un peu échappé, moi, j'avoue. Hein, c'était pas un plan de carrière.
Et donc, j'ai posté quand j'avais envie de raconter des trucs, comme aujourd'hui, j'imagine tous les gens qui ont des comptes fermés et qui partagent avec leurs copains. C'était mon compte perso, comme j'avais un Facebook où je racontais « Coucou, j'étais à telle soirée, coucou, qui vient, qui a un déguisement dispo pour tel truc, etc. » Et puis, moi, j'avais un site internet, My Travel Dreams, et donc j'ai commencé à faire passer des infos à travers Instagram. Et Instagram est devenu un des moyens d'expression de cette marque. Mais c'était pas l'idée. Ma marque n'est pas Instagram, quoi. À l'époque où elle est arrivée sur les réseaux sociaux, tout le monde partageait tout et n'importe quoi. On est en 2008, l'année de l'arrivée de Facebook en France. Cette année-là, je suis étudiante en école de commerce et mon wall ressemble à une gigantesque conversation privée, visible de tous, sans que cela ne me pose le moindre problème. J'y poste des photos de mes open bars, de mes vacances, de mes sorties de boîte de nuit et des messages cryptés à l'attention de mes amis. Je pense que les gens qui étaient sur Facebook il y a 15 ans, tout le monde mettait des photos, parce qu'on partageait et que je pense qu'on n'avait pas la notion ni du danger, ni du fait que c'était ultra exposé. On a partagé. Et puis le sujet est arrivé, je trouve, avec Instagram, il y a, tu vois, depuis 5-6 ans, j'ai l'impression qu'on en parle, mais avant, il n'y avait pas trop de sujets, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui avaient un réseau privé qui partageaient leurs photos avec leurs copains. Mais finalement, le privé n'est pas tant privé que ça, parce que tu vois, les photos, je pense qu'elles ne sont pas 100% safe. Et puis, il y avait les gens qui avaient en public et qui partageaient, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas vraiment un débat ouvert sur la question. Sur son Instagram, sur ses photos de voyage, ses enfants sont partout. On voit leur visage, mais on ne sait rien d'eux. À l'inverse de certaines influenceuses qui auront choisi de ne pas montrer leur enfant, mais de tout dire de leur colère, de leurs angoisses. Dans les deux cas, elles cachent volontairement une partie de leur enfant. Cela pose une autre question. Est-ce qu'on préserve davantage quelqu'un en dissimulant son visage ou son intériorité ? Marie m'a expliqué que sa limite, c'était l'intimité de ses enfants. Alors déjà, moi, mon métier, c'est pas de raconter ma vie, c'est de raconter des histoires et de raconter des histoires aussi pour des marques. Tu vois, je fais du conseil, j'accompagne des marques. Mon métier, c'est vraiment de raconter l'histoire. Donc, j'ai jamais raconté sur les réseaux l'intimité de mes enfants. J'ai jamais dit, tiens, mon fils fait pipi au lit, est-ce que vous avez une solution ? Ma fille fait des cauchemars. J'ai jamais mis du son pendant qu'ils étaient en train de pleurer. Enfin, j'ai l'impression que il n'y a pas leur intimité sur les réseaux, il n'y a pas leur caractère, personne ne sait qui est colérique, qui est quoi. Vraiment, en fait, les enfants font partie de mon histoire parce que dans l'histoire que je raconte avec My Travel Dreams, je raconte une expérience et que l'expérience, elle passe souvent par l'humain. Donc les enfants, ils font partie du décor parce qu'ils font partie de ma vie, mais j'ai jamais exposé leur intimité ou leurs problèmes personnels. J'ai l'impression que je les ai préservés de ça. Et pour ce qui est de l'image, je me suis jamais posé la question, mais quand je les ai vus grandir, j'ai réalisé que typiquement mon fils qui a 11 ans, il n'avait pas sa place là parce qu'il avait des copains qui avaient des téléphones, etc. Donc j'ai réalisé qu'en fait il avait son mot à dire maintenant, donc il apparaît plus, ou il apparaît de dos, de loin, enfin il fait partie de l'histoire, mais c'est pas lui le centre de l'histoire. Et je mets encore un peu ma fille parce que je pense que elle va changer. Et donc demain, alors, de toute façon, elle n'aura plus le même visage et qu'on la reconnaîtra pas, quoi. C'est un peu ça ma limite, en fait. Et puis, j'ai pas de religion. Enfin, tu vois, je me dis pas, si demain j'ai envie de les prendre en photo parce que je les trouve chouettes, je le prendrais, tu vois, je mettrais pas un petit cœur sur leur visage. En fait, la vie est comme ça. Et puis, je pense que leur vie va se construire avec, tu vois, avec tout ça. Et évidemment, j'ai pas envie que demain, quand ils passent en entretien, la première photo, quand on tape leur nom, ce soit eux en train de faire pipi, tu vois, dans une rivière ou eux, justement, en train de dormir. Voilà, je respecte vraiment ça. Ma limite perso, c'est l'intimité des enfants. Je vois des trucs sur Instagram qui, moi, me choquent. Enfin, savoir que l'enfant de je sais pas qui a vomi cette nuit et qu'on sait pas. Savoir, je me souviens des enfants qui dorment pas et des mères qui, tu sais, où j'entendais les pleurs, elles disaient « Tu crois que j'y vais encore une fois ?» Bah ça, je trouve que ça fait partie de l'intime, mais comme ta vie amoureuse fait partie de l'intime, comme les dîners avec mes copains font partie de l'intime, une fois que Instagram est devenu mon métier, j'ai enlevé toute ma vie personnelle, tu vois, il y a pas mes amis proches, il y a pas, moi je raconte des voyages, quoi, je raconte pas ma vie personnelle, en tout cas mon business c'est pas ça. Donc ce que je réponds aux gens, c'est que chacun balaye devant chez soi, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, que moi j'ai mes limites, que d'autres ont des limites, mais comme on a des limites dans l'éducation. Enfin, tu vois, comme on met chacun nos barrières là où on a envie de les mettre, on s'occupe déjà chacun de chez soi, et après, on ira juger chez les autres, quoi. Ses enfants, à l'exception de sa dernière fille, sont en âge de comprendre. Je lui ai demandé ce qu'ils en pensaient, eux.
Alors déjà, je suis complètement schizo parce que mes enfants, ils ont pas de téléphone, pas de tablette. Ils vont pas sur Instagram, ils vont pas sur... Donc, en vrai, ils savent même pas ce que c'est. Ils ont compris que moi, je faisais des images pour gagner ma vie et qu'on voyageait et qu'on racontait nos voyages. Mais ils ont jamais vu. C'est-à-dire qu'ils savent pas ce que c'est qu'un like, ils savent pas ce que c'est qu'un compte. Ils ont aucune idée de ça. Et le plus tard, le mieux. Donc non, ils ont jamais rien émis. C'est moi qui me suis dit un jour, voilà, j'ai vu que César, il avait des copains qui étaient sur Internet, sur les réseaux et tout ça. Et je me suis dit, bah voilà, en fait, il a pas à être là, c'est mon métier. Donc, il apparaît de loin, de trucs, parce qu'il fait partie de ma vie et de l'expérience de My Trail Dreams, mais il n'y a pas ni son visage, ni son intimité sur les réseaux. Viens, il joue avec elle. J'ai fait le choix de ne pas montrer Abel sur les réseaux sociaux. Abel, un bisou? Enfin, au départ, ça n'était pas totalement un choix. À sa naissance, j'ai posté une photo de lui, enfin de ses jambes, ses mains et ses pieds, pour annoncer sa naissance. C'est un post que j'avais imaginé pendant toutes mes années de célibat. Et honnêtement, j'avais hâte de le faire. Mais le père d'Abel a tiqué. Il m'arrive encore d'avoir envie de poster une vidéo d'Abel, parce que comme l'a très bien dit Juliette Katz, mais regardez comme il est mignon. J'ai dû me rendre à l'évidence. Comme Juliette, Marie ou Kenza, je ne suis pas seule à faire ce choix. Dans un arrêt du 9 février 2017, la Cour d'appel de Paris a d'ailleurs fait droit à la demande d'une mère en pleine procédure de divorce et a interdit à chacun des parents de diffuser des photographies des enfants sur tout support sans l'accord de l'autre parent. Je pense qu'il a confiance 100%. Lui, il apparaît pas. Lui, il n'existe pas, en tout cas, tu vois. Il est jamais sur les photos, etc. Donc ça, c'est une discussion qu'on a eue. Lui, en tant que personne, n'a pas envie d'apparaître et d'être là, etc. Mais les enfants, non, je pense qu'on a la même idée, tu vois, de respecter. Les enfants sont pas les outils de mon travail, mais ils apparaissent dans notre vie et ils sont là. Et tant que tout le monde est bien comme ça, il y a pas de débat, tu vois. Mais attends, moi, je suis pas une superstar, tu vois. Personne n'arrête mes enfants dans la rue en disant « Hey, tu vois, je t'ai vu. » Enfin, voilà, je raconte une histoire vraiment de voyage, pas une histoire d'enfant, tu vois. Donc, en fait, les gens, quand je croise des gens dans la rue qui me reconnaissent et tout, c'est vraiment pour me dire « Oh, mais vous savez, on allait en Namibie après vous, c'était dingue. » Ou « Vous savez, j'ai emmené mes enfants au Costa Rica. En fait, c'était facile de voyager avec un bébé. » Et moi, c'est ça que j'ai envie de susciter. C'est pas qu'on me dise « Tiens, il est mignon, ton fils, est-ce qu'il se tient bien à table, quoi. » Voilà, mon métier, c'est de raconter des histoires de voyage, quoi. Mais jamais je me suis dit « Tiens, on va les mettre là parce que ça va faire de l'audience, tu vois. » À chaque photo postée, Marie-Fort Ambroise reçoit instantanément des réactions de la part de sa communauté. Cela peut être un like, un emoji, mais aussi des critiques et des conseils non sollicités. Selon elle, c'est le jeu, et elle admet que souvent les critiques sont constructives. Faire le choix de poster ou non des photos ou vidéos de ses enfants expose donc aussi aux commentaires. Et s'il y a un sujet sur lequel les abonnés adorent donner leur avis, c'est bien les enfants. Il y a eu pas mal de réactions très surprenantes. Mais alors, vraiment très surprenantes. J'ai eu des désabonnements en masse, le jour où j'ai accouché, quoi. J'ai eu des gens qui se sont désabonnés, parce que en fait, ils me l'ont dit en me disant « Mais tu nous montres même pas une main ou un pied, mais c'est hyper égoïste de ta part. Tu pourrais nous le montrer quand même juste une fois, nous, on est bienveillants, nous, ta communauté. » Et je me suis dit, mais les gens sont malades, en fait. Là, vraiment, il y a des gens qui sont fous, quoi. Et ça m'a donné encore plus pas envie de le faire. Ouais, les réactions de « tu nous montres même pas un pied, une main, mais c'est égoïste. Quand même, tu pourrais le faire au moins une fois. Montre-nous ton enfant. Tu dis même pas que c'est un garçon ou une fille, mais tu te rends compte. » Waouh, putain. Vraiment, genre, ça vient juste répondre à du voyeurisme, en fait. C'est uniquement ça. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je ne montre pas mon fils. C'est parce que demain, je vais le faire. On va soit me dire, il est beau, il est moche, tu devrais pas le porter comme ça, tu devrais pas le nourrir comme ça. Ah ben moi, si j'étais à ta place, je ferais ça. Enfin, il y aurait toujours, en fait, Là, j'ai posté une photo de lui en story, où j'ai mis un emoji sur son visage, où il est dans sa chaiseuse, en train de manger, et il y a de la bouffe un peu partout par terre. Et donc, j'ai écrit partout des petites phrases, ne pas s'énerver, ne pas s'énerver, ne pas s'énerver. Il y a quand même quelques personnes qui m'ont écrit, je pense que tu devrais arrêter de le mettre dans sa chaise haute, mais plutôt Enfin, il y a toujours des gens qui vont venir des trucs, qui vont écrire des trucs, donc je me suis dit vraiment, moins je fais, mieux c'est avec lui. Parce que j'ai pas besoin de l'avis des gens là-dessus. La plupart des gens sont assez respectueux, comprennent
et ils vont dans ce sens-là et le conçoivent très bien et ne demandent pas à en voir plus. Ensuite, bon, il y a ceux qui me disent mais dans ce cas-là, si tu la postes pas, la poste pas du tout. Et ce que je réponds, c'est que pour moi c'est compliqué parce qu'elle fait partie de ma vie. Mon enfant c'est ma vie et ma vie aujourd'hui je la mets en avant sur les réseaux sociaux. C'est mon travail. Au-delà de mon travail, c'est aussi ma passion. Donc si j'ai une jolie photo où j'ai la petite dans les bras, qu'elle est de dos, oui, ça va me faire plaisir de la poster. Et c'est qui je suis aujourd'hui. Je suis une maman de 36 ans avec un enfant de 2 ans et voilà. Et je pense qu'on peut réussir à faire passer des messages, à parler de parentalité, de maternité, etc. sans pour autant trop en dévoiler. J'aime bien rester pudique sur le sujet. J'essaie en tout cas d'équilibrer et je pense que le fait de pas la mettre en avant de cette façon très évidente, ça correspond à qui je suis en réalité. Et tu sais quoi, pourtant, moi, j'aime beaucoup consulter les comptes de mamans qui, justement, mettent en avant leurs enfants parce que j'ai besoin, moi, parfois, de renseignements, de savoir, de tutoriels, de choses comme ça. Et je suis contente de pouvoir trouver ces choses-là. Maintenant, je le ferai pas avec ma fille, mais je ne critique pas ceux qui le font. Chacun fait ce qu'il veut. On m'a dit, il y a pas longtemps, tu vois, j'ai mis une story de, je sais pas, ma fille qui faisait un truc marrant ou un voyage. Oh, elle a tellement grandi et tout. Et ça, pour le coup, je me suis dit, merde, attends, les gens... Enfin, c'est étonnant, c'est une remarque d'une cousine, tu vois, c'est une remarque d'une copine, en fait. Et ça m'a un peu mis mal. Je me suis dit, c'est pas l'endroit, quoi, j'ai pas envie de ça. Donc, je fais attention. T'as raison, c'est marrant que tu soulèves ça, parce que c'était très gentil, tu vois, le commentaire de cette personne qui m'a dit, oh, comme elle a grandi. Parce que oui, forcément... Tu vois, les gens qui me suivent, ils ont vu quand Suzanne est née, il y avait quand même tout un sujet autour de la naissance, parce que moi, j'avais envie d'en parler de la difficulté d'avoir des enfants. En tout cas, pour moi, c'était pas évident. Et donc, j'étais contente de leur dire, mais il y a quand même un espoir, je vous jure. Moi, après 3 ans de galère, j'ai quand même réussi à avoir ma fille. Donc, il y a des filles qui m'ont suivie avec ça. Mais c'est vrai que quand on me dit, oh, elle a trop grandi ou oh, elle a changé, je dis, merde, en fait, c'est pas le lieu. Quand on m'a dit ça, ça m'a quand même soulevé ça m'a emmerdée. Je me suis dit, c'est pas le sujet, quoi. Ce que dit Marie, c'est que ce commentaire, pourtant innocent, a changé sa façon de voir les choses. Il a appuyé sur ce petit bouton qui a allumé une lumière rouge au-dessus de sa tête. Notre rapport aux réseaux sociaux est changeant, que l'on ait des enfants ou pas, que l'on cumule 300 000 abonnés ou que l'on soit suivi par une poignée de gens. Vous le savez si vous écoutez ce podcast depuis ses débuts, je suis sujette à ce mal très contemporain qu'on appelle le FOMO, l'acronyme de Fear of Missing Out, qui traduit l'anxiété de certaines personnes à l'idée de manquer un événement. Avant d'avoir Abel, chaque story de dîner ou de soirée qui se faisait sans moi sur Instagram me faisait du mal. Depuis, ça s'est calmé. Comme ça, par la force des choses. Devenir mère a reconfiguré mon rapport aux réseaux sociaux, pour le meilleur, je crois. Comment on gère ça quand notre gagne-pain, c'est justement d'entretenir une relation étroite avec les likes, les algorithmes de méta, les réels et les stories à la une? Non, de devenir mère m'a pas du tout apaisé dans mon rapport aux réseaux sociaux, pas du tout. Moi d'ailleurs, ça a été très problématique quand je suis devenue maman parce que j'avais plus du tout de créativité, plus du tout. Parce que je pense que j'étais à la fois dans la dépression postpartum et en même temps parce que j'étais en train de découvrir cette posture de mère. Et j'étais dans un truc à me dire, mais en fait, je n'ai envie que parler de parentalité. C'est que ça qui m'anime, il y a que ça qui me plaît, mais je veux pas saouler les gens. Donc ça m'a beaucoup posé question. Et en plus, voilà, j'étais plus uniquement la meuf marrante qui faisait des parodies youtubeuses beauté. Donc ça a été complexe en fait. Et j'ai perdu des abonnés. Enfin, comme en fait tout le monde sur Instagram depuis 2-3 ans, on perd des gens, hein, mais... non, en fait, ce qui me fait du bien, c'est que mes priorités sont plus les mêmes. Je me suis un peu éloignée émotionnellement, mais je suis devenue, je pense, un peu plus professionnelle aussi. Et je m'attarde en ce moment beaucoup moins sur les vues et sur l'engagement, mais je sais que tout ça n'est que phase, hein, et que peut-être dans 2 semaines, je vais à nouveau de « Ah, il n'y a plus personne qui me suit !» Et dans 2 semaines, je me dirai « Ah, waouh, il y a quand même 300 000 personnes qui regardent mes stories !» Enfin, voilà, mais j'essaye vraiment de souffler un peu avec tout ça, quoi. Maintenant, effectivement, parfois, voilà, je prends des directions un peu plus maman, mais j'essaie de pas trop en faire non plus parce que, bon, c'est pas mon créneau, c'est pas mon truc. Voilà, ma parentalité, ma maternité, je la vis et je la vis bien au sein de mon foyer, mais j'ai pas besoin d'en faire, entre guillemets, mon fonds de commerce. Parce que ça me passionne pas plus que ça, déjà pour commencer. J'aime le vivre, mais j'aime pas forcément le partager à 100%.
Par contre, l'introduire à des moments parce que j'estime que ça peut rendre service à des nanas qui me suivent ou que ça peut être sympa d'en discuter ou que même moi, quand j'ai une question à poser, que je puisse la poser à des personnes qui me suivent qui sont mamans, c'est sympa, mais pas en faire tout mon fonds de commerce, non. Non, je pense que je ferais les choses pareilles. Je suis assez alignée avec ce que j'ai fait. C'est pas tout le temps le cas. Mais tu vois, j'ai pas l'impression de... Je sais pas, ils ont leur vie, mes enfants, ils sont totalement à part de ma vie de boulot. Et après, quand je voyage avec eux, je suis trop contente de partager d'expériences et de pouvoir dire aux gens, allez emmener vos enfants voir le monde parce que c'est dingue de le faire avec eux. Mais non, je changerai rien, je pense. Je suis Marine Revol et vous venez d'écouter Fête des gosses. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour parler d'un sujet ô combien important, parfois même plus pour les parents que pour les enfants, le doudou. Cet épisode a été réalisé par Anna Bui. La musique a été composée par Jean Thévenin. Si vous aimez ce podcast, dites-le nous avec plein d'étoiles et de commentaires et envoyez-nous vos questions et vos remarques à hello@louismedia.com. Louis M. Bonjour, c'est Nina de Louis. Si vous cherchez un film à voir au cinéma en famille, je ne peux que vous conseiller Sirocco et le royaume des courants d'air de Benoît Chieux. Très inspiré par l'animation japonaise, le réalisateur nous plonge dans un univers coloré aux allures de Miyazaki qui plaira aussi bien aux petits qu'aux grands. On y suit les aventures de Juliette et Carmen, deux sœurs intrépides de 4 et 8 ans. Ensemble, elles se retrouvent emportées dans le royaume des courants d'air, leur livre préféré. À la fois tendre et poétique, mais aussi un vrai voyage palpitant et empli d'imprévus, Sirocco et le royaume des courants d'air, c'est le film d'animation qui vous fera tout simplement oublier le temps pendant 1h20. Et en plus, c'est un film où les personnages féminins sont à l'honneur. Louis aime Sirocco et le royaume des courants d'air, un film de Benoît Chieux à découvrir en salle à partir du 13 décembre. Bonne écoute!